Bonjour à tous. Je remercie beaucoup les organisateurs de la SFCR et en particulier le professeur Emmanuel Ferrero de m'avoir invité à parler aujourd'hui du monitoring neurophysiologique péropératoire chez l'adulte. Alors, donc le monitoring comporte une surveillance continue des fonctions motrices et sensitives et est qualifié de complexe intervention dans le sens où une alerte du monitoring va être suivie de modifications des actions de la part du chirurgien, de l'anesthésiste, qui vont pouvoir influer le pronostic post-opératoire. Le monitoring permet de diminuer l'incidence des complications neurologiques post-opératoires de par sa résolution temporelle en avertissant du moment précis de la modification. Donc, les risques neurologiques des chirurgies du rachis sont bien sûr les atteintes médulaires, de la queue de cheval et des racines. Et les facteurs de risque des lésions neurologiques sont classiquement les ostéotomies, les chirurgies de reprise, les corrections de kyphose, les corrections de scoliose avec des déviations majeures et les déviations angulaires. Alors, il y a différents types de monitoring. Les chirurgiens ORL utilisent un monitoring des nerfs récurrents dans les chirurgies de la thyroïde, qui est considéré comme assez simple à réaliser. Au cours des chirurgies du rachis, un monitoring de la moelle épinière est utilisé, qui nécessite un savoir-faire d'une certaine importance. Et puis, il y a les monitorings au cours des neurochirurgies, en particulier des neurochirurgies supratentorielles, avec un monitoring des fonctions motrices par des stimulations directes, corticales, sous-corticales, un monitoring des fonctions du langage, qui est considéré là comme nécessitant un très important savoir-faire. Donc, on va parler aujourd'hui, bien sûr, du monitoring de la moelle épinière. Donc, c'est une part du plateau technique et bien sûr une sécurité par rapport soit aux fonctions motrices seules, quand des PEM seuls sont utilisés, parfois chirurgien guidé, par rapport aux fonctions motrices et somesthésiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des facteurs généraux qui influent, qui affectent les fonctions sensitivo-motrices et donc qui vont affecter les données du monitoring. Donc, c'est en particulier la température corporelle qui doit rester supérieure à 35, la tension artérielle. En cas d'hypotension importante, on a une baisse en particulier des potentiels évoqués moteurs, voire une disparition. L'hématocrite, l'anesthésie, parce que les anesthésies gazeuses entraînent une diminution des amplitudes des potentiels évoqués et on risque, en cas d'anesthésie gazeuse, d'être à 2 heures de la chirurgie avec des amplitudes qui ont diminué puis qui sont devenues nulles. Et pour la neurochirurgie, lorsqu'il y a une lyse cellulaire, on peut avoir une augmentation du potassium extracellulaire qui peut être responsable d'un bloc de conduction. Donc en cas de diminution des potentiels, il est important de rincer, entre guillemets, avec du sérum physiologique de façon à corriger l'accumulation de potassium extracellulaire. Sur le plan historique, donc était utilisé auparavant le test de réveil ou test de Stagnara, donc qui est bien sûr très approximatif, qui constitue en aucun cas un monitoring continu et qui est parfois impossible à réaliser, donc en cas par exemple de retard mental, en cas d'enfants de bas âge. Puis les potentiels évoqués somesthésiques, alors en fait sont apparus il y a assez longtemps maintenant. Les premiers potentiels évoqués somesthésiques péropératoires ont été réalisés en 1977. Les potentiels évoqués moteurs péropératoires, les premiers en 1995. Puis les potentiels évoqués mixtes neurogéniques, alors eux ont changé plusieurs fois de nom, d'appellation. On les appelle finalement mixtes parce qu'il a été montré qu'ils étaient davantage somesthésiques que moteurs. Et puis quelques publications ont un peu détruit la technique, en tout cas sur le plan par rapport aux publications, avec des descriptions des cas rapportés de paraplégie au réveil, malgré des potentiels évoqués mixtes neurogéniques qui étaient visuellement inchangés. Et ce qui est recommandé, c'est un monitoring multimodal
donc combinant potentiel évoqué moteur et potentiel évoqué somesthésique. Par rapport aux complications neurologiques, donc bien sûr, sont une préoccupation majeure et les complications médulaires sont les plus graves. Il y a classiquement 3 mécanismes lésionnels distincts, mais qui peuvent être associés. Donc, soit compression, lésion directe par une vis, un crochet, un lien sous la mer, soit un étirement lors des manœuvres de correction, soit une ischémie. Et ça peut se combiner dans le sens où on peut avoir une ischémie secondaire à un étirement, en particulier dans les corrections de syphose. Alors, pardon, je me suis trompée de sens. Rapidement, des rappels sur les rapports anatomiques et vascularisation. Lorsqu'on réalise des potentiels évoqués somesthésiques, on monitore les cordons postérieurs de la moelle. Donc, ces faisceaux de substances blanches qui sont postérieurs et qui dépendent du réseau spinal postérieur. Quand on réalise des potentiels évoqués moteurs, on monitore ces faisceaux, les cordons antérolatéraux, qui dépendent alors en fait des 2 réseaux vasculaires, mais essentiellement du réseau spinal antérieur. Donc les deux ont des vascularisations différentes et on peut avoir des alertes dissociées pour cette raison. Et par rapport aux voies, donc pour les potentiels évoqués moteurs, en fait, on teste uniquement 2 neurones. La décussation, elle se fait au niveau du tronc cérébral. Donc, quand on parle de potentiel évoqué moteur droit, je recueille sur les muscles de l'hémicorps droit, on teste l'hémimoelle droite. Pour les potentiels évoqués somesthésiques, donc là, on a 3 neurones. La décussation, elle est également au niveau du tronc cérébral. Donc, quand on parle de potentiel évoqué somesthésique droit, je teste le nerf tibial postérieur droit. On teste l'hémimoelle droite. Les 2 voies ont des cheminements comparables avec des décussations au même niveau. En neurochirurgie, il y a une dissociation au niveau de la substance grise médulaire. Donc, les motoneurones qui innervent la musculature distale, ils sont latéraux dans la substance grise, et les motoneurones qui innervent l'axe et la musculature proximale sont davantage médiaux. Donc, en cas de lésion intramédulaire, on peut avoir des dissociations avec, par exemple, ici, une musculature proximale qui est préservée et une musculature distale qui est défectueuse. Alors, quand faire un bilan préopératoire par potentiel évoqué somesthésique et potentiel évoqué moteur, à chaque fois que l'examen neurologique il est anormal, parce que ça permet d'avoir des courbes de référence, ça permet de déterminer si le patient va bien être monitorable. Par ailleurs, ça contribue pour vous aux indications opératoires, de façon multimodale. Je pense en particulier aux sténoses cervicales, aux sténoses lombaires et puis aux lésions médulaires, où vous combinez l'examen clinique, les données neuroradiologiques, le bilan neurophysiologique, et en particulier parfois 2 bilans neurophysiologiques à 6 mois d'intervalle si on voit une aggravation qui va vous inciter à planifier la chirurgie. Pour les scolioses idiopathiques avec un examen neurologique normal, le bilan préopératoire il est inutile. Sauf bien sûr s'il y a un doute sur une syringomyélie évoluée, mais examen neurologique normal, pas de doute, le bilan préopératoire est inutile. Alors quand on fait un bilan préopératoire, donc on réalise des potentiels évoqués moteurs. Donc chez les patients éveillés en externe, les potentiels évoqués moteurs, ils sont réalisés avec des stimulations magnétiques. Donc on utilise des bobines magnétiques pour les membres inférieurs qu'on place au niveau du vertex. On stimule, et puis également on stimule au niveau de la jonction thoracolombaire. Donc on a une réponse quand on stimule le cortex, une réponse quand on stimule les racines, et la soustraction des deux nous permet de calculer un temps de conduction centrale, donc qui va être affecté, qui va être allongé en cas par exemple de lésion médulaire avec un retentissement sur la moelle. À titre de contrôle, on réalise des potentiels évoqués moteurs des membres supérieurs. Donc là, la bobine, on la positionne en latérale. On réalise également une stimulation cervicale basse. Et de la même façon, la soustraction des deux va être pour nous un temps de conduction centrale qui va être calculé.
Pour les potentiels évoqués juste par rapport aux potentiels évoqués moteurs, donc c'est pas douloureux, mais ça secoue quand même. Et puis c'est très court parce qu'en fait c'est un choc, une réponse. Donc en général on fait 2-3 chocs et c'est tout. Par contre il y a des patients qui ça peut être très peu apprécié de faire des mouvements qui sont pas contrôlés. Ils peuvent avoir l'impression un peu d'être dépossédés de leur corps. Enfin, ça peut être perçu comme désagréable pour cette raison par certains patients. Par rapport au potentiel évoqué somesthésique, donc là, on fait des stimulations des nerfs tibio-postérieurs, c'est le plus classique. Puis on va faire un recueil étagé. Donc on positionne des électrodes au genou, on a une réponse ensuite plus au plexique. Ensuite, on obtient une réponse médulaire postérieure avec des électrodes L1 et ombiliques, une réponse cervico-bulbaire, puis une réponse corticale avec une électrode, bien sûr, au niveau du vertex. Là aussi, on calcule un temps de conduction centrale entre cette réponse médulaire basse et cette réponse corticale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les réponses enregistrées, elles sont très très peu amples, inférieures à 10,6 volts. Donc, en fait, une limite, c'est que chez quelqu'un de jeune, de mince, c'est très facile à obtenir et on a toutes les composantes. Dès que l'IMC est élevé, en fait, nos électrodes sont plus loin des générateurs et on se trouve fréquemment, en cas d'IMC élevé, avec des réponses intermédiaires qui ne sont pas obtenues. Donc, on peut avoir comme ça, là par exemple, une réponse corticale qui est de latence allongée, mais on n'a pas les réponses intermédiaires, donc on ne peut pas estimer le niveau de l'atteinte. Pour les membres supérieurs qu'on réalise à titre de contrôle, on stimule le plus classiquement les nerfs médians, puis on recueille des réponses plexiques, moelle postérieure, cervico-bulbaire et corticale. Donc c'est un examen qui n'est pas douloureux, qui n'est pas désagréable. Par contre, les réponses sont très peu amples, donc il faut faire X moyen-âge. En fait, souvent on fait des séries de 3 fois 100. Comme c'est à 3 Hz, ça dure longtemps. Où il faut que le patient soit immobile, bien détendu. Donc c'est un peu fastidieux. C'est perçu comme long et fastidieux. Les indications du monitoring, donc les principales indications sont bien sûr les lésions intracanalaires, extramédulaires, intracanalaires, intramédulaires, les chirurgies des déviations vertébrales, atypes de scoliose et de kyphose. Le monitoring parfois peut être réalisé aussi pour certaines hernies thoraciques ou parfois pour des spondylolisthésies par lyse à grand déplacement. Alors par rapport aux limites du monitoring, je vais vous présenter deux limites. En cas par exemple d'ostéotomie en L4, le chirurgien va nous dire là je vais faire tel geste et il y a un risque sur les racines L4. Est-ce que vous pouvez particulièrement regarder les racines L4 ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de muscles qui ne dépendent que de L4. Donc, quand on regarde ici les différents muscles dépendants de L4, on a ici les vastes médiaux et latéraux, mais ils sont également innervés par L3. Pareil pour ici les adducteurs. Et puis, les tibiaux antérieurs, semi-tendineux, semi-membraneux, ils sont également innervés par L5. Et quand on fait des potentiels évoqués moteurs, alors d'abord, il y a une certaine variabilité. On les fait, il y a telle réponse de telle amplitude. Si on les fait 2 minutes plus tard, la réponse est souvent légèrement différente. Il y a une variabilité intrinsèque au potentiel évoqué moteur. Et les critères d'alerte sont définis selon les recommandations par des diminutions d'amplitude de soit plus de 50%, soit plus de 80%. Donc, si jamais je monitore efficacement imaginons les vastes latéraux et qu'il y a une lésion de L4, mais L3 persiste, je ne suis pas du tout sûre que j'aurai une alerte significative, puisque une partie de l'innervation reste intacte. Donc, il faut savoir que le monitoring est beaucoup moins efficient pour le monitoring des racines que pour le monitoring de la moelle. Ensuite, il y a d'autres techniques qui consistent à réaliser de l'EMG libre. Donc, on enregistre en continu. Et ce qui est décrit, c'est que quand il y a une lésion nerveuse, on a des potentiels d'unité motrice. Mais cette technique, elle est caractérisée par beaucoup de faux positifs et elle est critiquée.
Donc je pense qu'il faut vraiment retenir les monitoring des racines moins efficients que pour la moelle. Une autre limite, ce sont les déficits médulaires tardifs. Donc, ils sont définis par un patient qui se réveille sans déficit moteur et puis un déficit apparaît plus d'une heure après le réveil. Donc, c'est le plus souvent entre 1 à 12 heures, mais ça peut être au-delà à plus de 48 heures. Donc là, le monitoring ne le prévient en rien parce que le monitoring, il teste au cours de la réalisation du monitoring. Et par ailleurs, donc c'est des cas qui sont peu étudiés parce qu'ils sont rares. Hein. L'incidence est de 0,01%, mais j'ai pas de notion que dans la bibliographie que ces patients avec un déficit médulaire tardif décrit aient été caractérisés par plus d'alertes éventuellement résolutives péropératoires que les autres patients. Donc c'est bien sûr une limite. Alors par rapport aux techniques, donc on en a déjà bien sûr un peu parlé. Les potentiels évoqués moteurs. Donc au bloc opératoire, on ne réalise pas des stimulations magnétiques parce que ça ne fonctionne pas avec l'anesthésie générale. On réalise des stimulations électriques, donc avec 2 électrodes centrales, latérales. Et la stimulation, donc, on va faire un arc électrique qui va permettre de stimuler le cortex moteur des pieds face interne et le cortex moteur des bras face latérale. Donc on enregistre les muscles, alors classiquement ténar et hypoténar au membre supérieur, à titre de contrôle, et ce qui peut être important en cas également de malposition du bras sur la table. Les muscles vastes, les jambiers antérieurs, les pédieux. Et donc, les potentiels évoqués moteurs permettent de tester les voies motrices du cortex aux muscles. L'avantage, c'est que c'est spécifique et c'est que le résultat, il est immédiat. Vous n'avez pas à attendre, c'est un coup, on a tout de suite le résultat. Les précautions, c'est évidemment, il ne faut pas bloquer la jonction neuromusculaire, pas de curare. Il ne faut pas d'anesthésie gazeuse, il faut une anesthésie intraveineuse exclusive. En cas d'épilepsie, on fait attention, souvent on essaye de faire moins de stimulation. Les implants cochléaires sont une contre-indication parce qu'on risque de détruire l'implant cochléaire. Et ça induit des secousses du tronc, donc on prévient à chaque fois de façon à ce que vous ne soyez pas surpris. Donc, comme je disais, les critères des alertes, selon les publications et selon les recommandations, c'est soit plus de 50%, soit plus de 80%. De diminution d'amplitude. Les potentiels évoqués somesthésiques, donc on stimule aux chevilles, on va tester donc les cordons postérieurs, on enregistre avec une électrode médiane versus une référence. Donc on obtient ces réponses en V, qui sont caractérisées par des latences de 40 millisecondes chez quelqu'un de normal d'1,70 m. Et donc ça permet de tester les voies somesthésiques, c'est-à-dire le tact épicritique, la proprioception. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucune contre-indication. Ça se couple aux autres techniques. Là aussi, il ne faut pas d'anesthésie gazeuse. Ça ne teste que les cordons postérieurs. Donc, il y a des cas décrits de paraplégie malgré des PES préservés, en cas notamment d'atteinte vasculaire dans le territoire de l'artère spinale antérieure. Un inconvénient, c'est que les réponses sont peu amples. Il faut un moyen âge. Donc, du coup, il faut attendre. Il peut se passer quelque chose, mais la réponse, je vais l'avoir qu'au bout de 40 secondes, 50 secondes. Donc, je donne l'alerte avec un décalage. Les critères d'alerte sont une diminution d'amplitude de plus de 50%. Ici, un exemple. Donc, vous voyez, on a bien le V qui est dessiné, il est dessiné, il est dessiné. Et puis là, brutalement, les courbes deviennent plates. Donc, on utilise un monitoring multimodal avec les PEM ici à gauche, leur historique, les PES ici à droite, leur historique, et le G en fait sur l'électroencéphalogramme sur quelques électrodes qui est utile parce qu'il nous permet d'apprécier visuellement la profondeur de l'anesthésie. Donc même avec une anesthésie veineuse par propofol, il ne faut pas que l'anesthésie soit trop profonde. Enfin, soit on se sert de l'EG, soit on se sert de la valeur du BIS. Et la multimodalité nous aide à réaliser le monitoring parce que donc monitorer une scoliose idiopathique d'une patiente de 17 ans, c'est très facile. Monitorer une scoliose lombaire dégénérative d'une patiente de 70 ans qui a eu X épisodes de sciatique,
qui a peut-être une neuropathie diabétique ou une neuropathie d'une autre origine, le monitoring il va devenir beaucoup plus difficile. On n'a pas déjà en préopératoire certaines des réponses et on cède des autres réponses qu'on a. Donc la multimodalité, elle est très importante pour les patients qui ont des comorbidités et qui ont un examen neurologique anormal. Alors les potentiels évoqués mixtes neurogéniques, j'en parle quand même parce que ils sont utilisés par plusieurs équipes en France et ils rendent service. On utilise, donc on fait une stimulation épidurale, soit avec des électrodes aiguilles, donc en général positionnées dans ce qui reste d'une épineuse et une épineuse adjacente, ou alors dans le ligament jaune et les muscles paravertébraux, ou alors une électrode souple épidurale, donc glissée par le chirurgien dans l'espace épidural. On stimule donc sur cette électrode et on recueille le plus classiquement au niveau des nerfs sciatiques poplités internes. Donc c'est simple à réaliser, c'est réalisable sans problème chez les enfants et en particulier chez les petits-enfants. Donc les inconvénients, on a vu, c'est davantage somesthésique que moteur. Il y a des cas malheureusement de paraplégie décrite malgré des PEMN inchangés. Là aussi, il ne faut pas d'anesthésie gazeuse. On recueille une réponse nerveuse. Donc en fait, là, pour cette technique-là, il faut une curarisation parce que sinon, on a des artefacts musculaires qui sont beaucoup plus amples et qui nous empêchent d'apprécier la réponse. Et les critères sont une diminution d'amplitude de plus de 50%. Donc ici, un exemple d'alerte, vous voyez, ça va très vite. Diminue, puis nul. Les ondes D directes, alors surtout utilisées en neurochirurgie. On stimule le cortex et on recueille sur la moelle, en général en infrachirurgie. Et donc, on obtient une réponse qui est très courte. C'est 6 millisecondes en thoracique haut, 10 millisecondes en thoracique bas. Et c'est spécifique des voies motrices. C'est un intérêt sur les chirurgies de la moelle parce qu'il peut y avoir au cours de la chirurgie de la moelle une altération des potentiels évoqués moteurs, mais si les ondes D sont préservées, c'est de bons pronostics pour la récupération à 3 mois. Et ça, publié par plusieurs équipes. Donc c'est une réponse médiane, ça nécessite évidemment d'avoir les espaces ouverts. Ça peut être utilisé plus rarement pour déterminer le niveau lésionnel. Donc, en cas d'alerte massive, complète, bilatérale, si le chirurgien, personne ne voit à quoi peut être liée l'alerte, on peut essayer de faire des ondes D de façon itérative, du haut vers le bas, pour voir à quel niveau elle s'effondre. Le test des vis pédiculaires, alors très rapidement parce que c'est moins utilisé maintenant, vous avez d'autres moyens pour évaluer la bonne position des vis. C'est un test d'impédance simple en fait, parce que l'os est 30 fois moins conducteur que les autres milieux. Donc là, cette vis-là, il y a toujours de l'os entre la vis et ici le matériel nerveux. Donc si on stimule sur la vis, il ne va rien se passer. Par contre, ici, il y a une petite effraction corticale. Donc, si on stimule cette vis, il n'y a plus l'os, ça va aller stimuler le matériel nerveux ici, et donc on va obtenir des réponses avec une intensité de stimulation faible. Donc, il y a beaucoup de faux positifs pour des vis qui sont positionnés correctement. Donc, c'est moins utilisé maintenant. Alors, un arbre décisionnel classique, c'est une alerte, on prévient tout le monde. L'anesthésiste augmente la tension artérielle, le neurochirurgien voit ce qu'il a pu faire, le chirurgien voit ce qu'il a pu faire dans les 5-10 minutes précédentes. On diminue éventuellement le niveau de correction et si l'alerte persiste, on considère un wake-up test. Alors, je vais vous montrer quelques alertes. Ici, donc, une patiente de 31 ans. Donc, c'est une chirurgie de reprise parce qu'elle avait une pseudarthrose. Donc, la chirurgie consiste en ablation du matériel, ostéotomie T11, T12 et une nouvelle arthrodèse T2, L4. Donc, ici, vous voyez des PEM de l'ensemble du membre inférieur droit qui deviennent très brutalement nuls. Et le temps opératoire, donc c'était au moment du tarot en T4 droit, les PES étaient restés inchangés. Donc la vis T4 droite n'a pas été posée et l'alerte a été spontanément résolutive en 40 minutes.
En post-opératoire, donc la patiente avait une force motrice à 4 sur 5 en proximal, 5 sur 5 en distal, des dysesthésies. L'IRM ne montrait pas d'hématome, pas d'hypersignal médulaire, et la patiente a bien récupéré à 3 mois. Un autre exemple d'alerte, alors c'est un monitoring difficile chez une patiente qui avait une hémiatrophie. Donc de base, elle avait pas de PES du membre supérieur gauche et pas de PES à gauche. Vous voyez, les courbes sont à peu près plates, il n'y a pas de V. Et puis, on a une alerte très brutale et complète sur tous les PEM du membre inférieur droit, tous les PEM du membre inférieur gauche, et puis, en décalé, les PES du membre inférieur droit. Donc là, c'est une alerte complète parce que PEM puis PES bilatérale. Et donc là, les facteurs généraux, ils sont capitaux. C'est capital que la patiente ait une tension artérielle correcte, une température normale, et de vérifier bien sûr que ça ne peut pas être en rapport avec une chute de l'hématocrite. Une autre alerte, donc chez une patiente de 55 ans, donc vous voyez une alerte ici brutale et complète sur les PEM du membre inférieur droit et les PES à droite, au passage d'un lien sous la mer en T10. L'alerte, elle a été spontanément, le lien a été retiré, l'alerte a été spontanément résolutive en 15 minutes. En post-opératoire, donc elle était très algique, avec un déficit moteur à 4 sur 5, membre inférieur droit, et puis 4 plus sur 5 le lendemain à 48 heures, et elle a bien récupéré à 3 mois. Donc, si on revient à cet arbre en cas d'alerte, à cet arbre décisionnel, je trouve que ce qu'on pourrait ajouter, il est très important, bien sûr, qu'il y ait une collaboration et des connaissances mutuelles entre le chirurgien, le neurologue, l'anesthésiste. En cas d'alerte, pour les alertes bilatérales, c'est évidemment capital que la tension artérielle soit correcte et les autres facteurs généraux sont capitaux. Pour une alerte unilatérale, on sait que ce n'est pas l'anesthésie. Une alerte unilatérale, ça ne peut être que lié à un élément causal chirurgical. Et puis, par rapport au wake-up test, quelle est la place maintenant du test du réveil ? Je trouve qu'il faut avoir confiance en les outils qu'on a. Je ne vois pas l'intérêt d'ajouter un test de réveil qui est très grossier quand on a des potentiels évoqués moteurs. Et donc, pour finir, le monitoring a été assez critiqué par des méthodologistes qui trouvent que son intérêt n'a jamais été démontré, notamment par des études randomisées, double aveugle. Alors, c'est vrai que là, c'est pas des évaluations de médicaments. Donc, il y a certains domaines médicaux ou chirurgicaux, j'imagine, dont l'efficacité n'est pas démontrée par des études randomisées. D'autant qu'il y a des effets indirects, et quand il y a une alerte, on ne dit pas « Ah ben, c'était une chirurgie, il y a eu une alerte, voyons ce qu'il advient en post-opératoire ». Quand il y a une alerte, les 3 corps de métier, anesthésistes, chirurgiens et bien sûr neurophysiologistes font tout ce qu'ils peuvent pour que cette alerte soit résolutive. Donc il y a en série et à la suite des actes qui sont faits. Et donc, je vous remercie beaucoup de votre invitation et attention. Merci Martine pour ta présentation. Moi, j'ai une question. Du coup, chez les patients avec des implants cochléaires, qu'est-ce que tu recommandes comme monitoring péropératoire ? Les potentiels évoqués on peut faire une combinaison de potentiels évoqués somesthésiques et potentiels évoqués mixtes neurogéniques. Mais du coup, il ne faut pas stimuler le cortex. Ouais. Merci. Bonjour. Merci pour votre présentation. Karima Nablin de Lyon. Je voulais savoir quelle influence avaient les anesthésies loco-régionales rachidiennes sur les potentiels. Est-ce qu'il peut y avoir parfois des situations de modification, notamment des potentiels évoqués moteurs ou somesthésiques ? Alors, non, je ne crois pas. Enfin, pas dans mon expérience, et je n'ai pas de notion de ça dans la littérature. Donc, non, enfin, il n'y a pas de... Enfin, c'est fait régulièrement, et non, il n'y a pas de souci. Sur une rachianesthésie morphinique, on ne peut pas avoir de modification des signaux directement. Les morphiniques, non, ça ne pose pas de problème du tout.
Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre communication. Elle était vraiment très très intéressante. J'ai deux questions. Une qui est assez simple, qui est liée peut-être aussi à la façon de faire par l'anesthésiste. Souvent à l'induction, il y a des curarisations très très légères. Et à Strasbourg, on fait les PEM et PES nous-mêmes. On a parfois des courbes qui sont diminuées sur les PEM et on est obligé d'augmenter le niveau de stimulation, surtout en début d'installation, avant la chirurgie. On n'a pas forcément des courbes de référence parfaites et on se pose un peu des questions sur comment manager ça. Parfois en cours de chirurgie, elles reviennent et on arrive à faire diminuer à l'ibode circulante le niveau de stimulation, à la téléguidant, on va dire un peu de l'extérieur. Quelle est votre attitude par rapport à ça? L'anesthésiste nous dit parfois on est obligé de curariser un tout petit peu pour intuber. Comment vous faites? Alors, donc oui, c'est une bonne remarque. Donc c'est vrai qu'il y a classiquement une curarisation pour intuber, mais du coup, ils utilisent les curares avec la durée la plus courte. Et donc du coup, il faut faire les courbes de référence dès que le patient est décurarisé. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu... ce point-là est un peu difficile parce que... on peut être amené à faire les courbes de référence au cours de l'abord, ce qui est un peu trop tard. Donc, il faut essayer que la curarisation pour l'intubation, elle soit assez précoce et qu'on puisse bien faire nos courbes de référence avant de commencer la chirurgie. Et par rapport aux modifications des intensités de stimulation, il faut éviter de faire ça. Parfois, on peut le faire chez les patients qui sont déficitaires. Les potentiels évoqués moteurs sont très difficiles à obtenir. Mais on le fait vraiment dans les situations très difficiles. Il faut éviter de le faire pour juste la curarisation. Il faut mieux essayer de rester toujours à la même intensité, classiquement 300 volts, et de se tenir à ça. Il faut mieux attendre un peu, 5-10 minutes, que de lancer plus fort. Parce qu'il faut éviter si vous changez beaucoup les intensités de stimulation, vos critères d'alerte, ils sont plus bons, vous voyez. Donc, il faut essayer de rester toujours à la même intensité. Okay. J'ai une deuxième question plutôt sur les PES. Vous montriez que vous stimulez typiquement le nerf tibial, que vous recueillez sur l'électrode CZ ou CZ' au niveau du vertex. Oui. On nous a prépositionné aussi des électrodes plus latérales en regard du cortex sensitif qui s'appelle C3 ST4'. En fait, là, on fait que des potentiels évoqués somesthésiques des membres inférieurs. Donc, on recueille avec une seule électrode CZ, puisque le cortex somesthésique des membres inférieurs, il est face interne, un des deux côtés, et contre une électrode de référence qui est antérieure. On n'a pas... après, sur une chirurgie où on aurait besoin de monitorer les membres supérieurs, donc là, on ajoute des électrodes latérales sur des chirurgies du rachis cervical. Mais sinon, en principe, on ne le fait pas, ça, de faire des PES des membres supérieurs. Bonjour. Que conseillez-vous sur la longueur des électrodes? Parce que je travaille dans deux endroits différents et ça me semble un petit point important. Oui. C'est-à-dire que quand on met les électrodes assez profondément vers les muscles, eh bien on obtient des meilleures réponses. Et on a des problèmes d'approvisionnement de ces longues électrodes à l'hôpital. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'en pense que la neurophysiologie, c'est toujours plus facile chez les sujets qui sont minces. Et oui, parfois c'est utile d'avoir des électrodes plus longues. Bon, classiquement, nous, on utilise des électrodes quand même assez courtes, mais des fois, typiquement sur les muscles vastes, on n'a pas de réponse parce que peut-être nos électrodes sont trop courtes, certainement même. Ça, Après, je suis pas très à l'aise pour mettre des électrodes très très longues. C'est une limitation. Bonjour. Nous avons une pratique qui est peut-être un peu spécifique, mais j'aimerais savoir si elle est valable, parce que en fait, avec nos anesthésistes, bien sûr pour l'intubation, ils ont l'utilisation de curares de durée de vie très courte, et puis on fait nos recueils de potentiel de référence, et avant de commencer l'intervention, on les autorise à remettre des curares pour nous faciliter l'abord chirurgical, en sachant que ces curares ont une demi-vie d'environ 30-40 minutes. C'est le temps qu'il nous faut en général pour aborder les grandes scolioses.
Et ensuite, on recueille nos potentiels pour la suite de la chirurgie. Est-ce que ça, c'est une attitude qui est recevable ou est-ce que la curarisation qu'on demande pour cet abord peut pénaliser Non, c'est fait classiquement comme ça. Si jamais il y a besoin de... après, en fait, au cours de l'abord, de toute façon, pendant l'utilisation du bistouri électrique, on ne va pas pouvoir tirer de courbe. Donc, mais pendant l'abord, si on a besoin de tirer des courbes, on utilisera les potentiels évoqués somesthésiques qui ne dépendent pas du tout de la curarisation. Et donc après, quand l'abord est fini, en général une demi-heure, donc la curarisation en général se termine et on recommence avec les potentiels évoqués moteurs. Je pense que c'est fait classiquement comme ça et que, effectivement, pour les chirurgiens, le fait qu'il y ait une curarisation permet qu'il y ait moins de saignements à l'abord et on fait habituellement comme ça. Très bien, merci. Et ma deuxième question, c'était au sujet de l'onde D dont vous avez parlé tout à l'heure, qui aurait une valeur pronostique sur la récupération de troubles neurologiques d'origine médulaire. Oui. Est-ce que c'est seulement une valeur pronostique péropératoire ou est-ce qu'on peut l'utiliser chez des patients traumatisés médulaires en dehors de la chirurgie? En dehors de la chirurgie, on ne peut pas l'utiliser. En fait, il faut avoir une électrode au contact de la moelle. D'accord, très bien. Donc, on ne peut pas. Merci. Merci beaucoup. Federico Sola de Nice. Question sur les PENM, que j'utilise plus souvent que les PEM. Est-ce que, à votre avis, on peut les faire à n'importe quel niveau de la moelle? Par exemple, si on opère une scoliose thoracolombaire, T10, L3, et je m'arrive de mettre les électrodes en T9 ou T8, est-ce que c'est moins bien que si on les met au rachis thoracique proximal? Il faut que l'électrode soit au-dessus de la région que vous opérez. Oui. Et après, il faut qu'il y ait toujours des faisceaux corticospinaux. Donc, il faut... la limite, c'est T10, T11. Parce qu'après, il n'y a pas suffisamment de faisceaux corticospinaux pour... après, vous risqueriez de stimuler les racines et pas la moelle. Donc, voilà, il faut, T10, T11, c'est le niveau le plus... limite. Il faut être au-dessus de T10, T11. Et est-ce que l'IRM... moi, je fais des IRM pré-op à tout le monde. Est-ce que le niveau du cordon, du cône médulaire peut changer un peu le... Oui, en fait, il faut que vous soyez au-dessus du cône. Parce que dans le cône, il n'y a pas suffisamment de faisceaux corticospinaux pour vraiment faire tester la motricité. Sinon, vous testez les racines, en fait, et vous pourriez avoir une atteinte du cône médulaire, et vous avez testé les racines. Donc, il faut être au-dessus du cône. Merci. Encore une question. Vous n'avez pas évoqué, je ne sais pas si vous le faites, est-ce que vous surveillez les potentiels dans les réductions de spondylos à grand déplacement? Et que dit la littérature à ce propos? Est-ce qu'une surveillance périnéale serait licite? Alors, je l'ai fait, je ne le fais plus. Et je pense que nous, on se laisse guider par rapport aux indications du monitoring selon les demandes des chirurgiens. Et le monitoring périnéal, j'en ai pas d'expérience. Je sais plusieurs équipes le réalisent, notamment les collègues de Lyon. Moi, j'en ai pas d'expérience. Mais je pense que ça a un intérêt, notamment pour les monitorings de moelle attachée. Voilà, c'est certainement davantage en neurophysiologie pédiatrique. Et voilà, moi, personnellement, j'en ai pas d'expérience. Et alors, toujours pour le spondylolisthésis, est-ce que, parce que j'essaie de le faire systématiquement, mais est-ce que le mode EMG peut être quand même une option intéressante à mettre en place pendant l'intervention? Alors, en fait, ce qui peut être fait, c'est de faire des potentiels. Quand on fait les PES des nerfs tibiaux postérieurs, donc on teste essentiellement S1, et ça c'est facile et on le fait classiquement. Et on peut stimuler les nerfs tibiaux antérieurs, face antérieure de la cheville, et là on teste essentiellement L5.
Donc moi, je faisais plutôt ça, de faire des PES nerfs tibiaux antérieurs et nerfs tibiaux postérieurs pour avoir séparément L5 et L1. Et puis en ajoutant donc les PEM où on a quand même les pédieux et puis les jambiers antérieurs qui dépendent beaucoup de L5. Merci.